En 2008, un procureur de Floride signe un accord qui offre à un prédateur sexuel multirécidiviste 18 mois de semi-liberté. 18 mois pour un homme accusé d'avoir piégé des dizaines de mineurs. Et la raison invoquée en coulisses pour justifier cette clémence, c'est qu'il travaillait pour des services secrets. Bienvenue sur cette chaîne. Ce que vous allez découvrir dans les minutes qui viennent, ce n'est pas simplement l'histoire de Jeffrey Epstein. C'est le fonctionnement d'un mécanisme que la plupart des médias n'ont jamais assemblé en un seul récit cohérent. Comment le chantage sexuel, ce que les services de renseignement attellent le compromat, est devenu un outil industriel de contrôle géopolitique. Comment la prédation criminelle a servi de levier de pouvoir à des agences d'État. Et comment aujourd'hui encore, 98% des documents déclassifiés n'ont toujours pas été analysés. La question qui va traverser toute cette vidéo est la suivante. Pourquoi la justice institutionnelle ne traite-t-elle que les fragments périphériques de cette affaire, alors que les documents publics dessinent un système cohérent que personne ne semble vouloir nommer? Et est-ce que la fiction, comme celle que propose Carl Zero dans son roman Dans la peau d'Epstein, est devenue le seul espace possible pour exposer cette cohérence? On va d'abord poser les faits bruts, les dates, les mécanismes documentés, puis on va élargir vers ce que ce système révèle du fonctionnement réel du pouvoir. Ensuite, on va renverser une certitude que vous avez probablement en tête en ce moment même. Et on terminera par ce que tout cela change concrètement dans la manière dont vous lisez l'actualité. Si ce travail d'analyse factuelle et de décryptage vous semble utile, si vous pensez qu'il est important de comprendre ce type de mécanisme plutôt que de le subir, alors un abonnement à cette chaîne est le moyen le plus simple de soutenir ce travail de recherche. Cela ne prend qu'un court instant et cela permet de continuer à produire ce type de contenu en toute indépendance. Maintenant, entrons dans nos mécanismes. Jeffrey Epstein n'a pas de diplôme. Il commence comme trader à Wall Street dans les années 80, un financier autodidacte issu de Brooklyn, doté d'un talent particulier pour capter l'attention des gens riches. Très tôt, il gravite autour de l'affaire Iran-Contra, cette opération américaine de vente d'armes à l'Iran malgré l'embargo. Son rôle est subalterne, mais formateur. C'est là qu'il comprend comment fonctionne l'intersection entre la finance, le renseignement et l'impunité. Son ascension véritable passe par un homme, Leslie Wexner, milliardaire américain, fondateur du groupe L. Brands et membre du Megadroup, un réseau de philanthropes lié au soutien financier de l'État d'Israël. Wexner devient le seul véritable client financier d'Epstein. Et c'est lui qui finance l'achat des propriétés, le manoir de New York, la résidence de Palm Beach et l'île de Little St. James dans les îles Vierges. Selon les éléments du dossier, ces acquisitions auraient été réalisées sur demande implicite du Mossad. Arrêtons-nous un instant sur ce point, car ce qu'on vient de décrire ressemble encore à une trajectoire individuelle, un homme doué qui saisit des opportunités. Mais c'est précisément ici que l'histoire bascule. Et elle bascule par une rencontre. Robert Maxwell, magnat de la presse britannique et agent documenté du Mossad, introduit officiellement Epstein auprès du renseignement israélien. C'est un tournant. Epstein n'est plus un financier douteux. Il devient un actif opérationnel. À la mort de Maxwell, en 1991, 6 chefs successifs du Mossad assistent à ses funérailles en Israël. Le premier ministre, Isaac Shamir, déclare alors qu'il a fait plus pour Israël que ce qu'on peut en dire. C'est la fille de Robert Maxwell, Ghislaine, qui reprend le flambeau. Et c'est elle, selon le roman de Carl Zero et les éléments compilés dans les documents déclassifiés, qui propose de systématiser le chantage sexuel. Le principe est simple. On piège des décideurs avec des mineurs, et on les tient. Ghislaine Maxwell apporte la méthode inspirée du compromat tel que le pratiquent le KGB et le FSB. Sa logique est formulée ainsi dans le roman. Avec des femmes adultes, les hommes nient. Avec des mineurs, on les tient réellement. Toutes les résidences d'Epstein sont alors transformées en centres de captation audiovisuelle. À New York, une pièce technique abrite des opérateurs filmant en permanence via 88 caméras. Palm Beach, Little St. James, chaque lieu est équipé de caméras et de micros. Le matériel est récupéré par le Mossad. Et laisse faire, car le système sert aussi ses propres intérêts de renseignement. C'est ce que les analystes appellent la compartimentalisation. Chaque service pioche dans le matériel sans en être officiellement le commanditaire. Et maintenant, prenons un peu de recul.
car ce qu'on vient de décrire n'est pas un fait divers. C'est un dispositif d'État. Quand on assemble ces éléments, on ne regarde plus un réseau criminel isolé. On regarde un mécanisme de compromat industriel capable de paralyser des négociations géopolitiques. Carl Zero évoque dans ses travaux l'hypothèse selon laquelle l'échec des accords de paix de Clinton avec Ehud Barak serait lié au chantage pesant sur le président américain. Ehud Barak, ancien Premier ministre israélien, est lui-même désigné comme l'un des recruteurs et protecteurs d'Epstein au plus haut niveau. Le financement transite par la philanthropie. Le méga-groupe, composé de grandes fortunes comme les Brofman et les Wexner, finance les actifs logistiques, les avions, les îles, sous couvert de soutien à l'État d'Israël. Et le système fonctionne parce que tout le monde se tient. Les clients sont piégés, les protecteurs sont complices, les services se partagent le produit. C'est ce que les documents révèlent. Une architecture où chaque étage protège celui du dessous. Mais au milieu de cette mécanique, il y a des êtres humains broyés. Et il y a un parcours qui incarne mieux que tout le reste ce que ce système produit de l'autre côté du miroir. Virginia Giuffre est une adolescente quand elle est repérée au club Mar-a-Lago de Donald Trump où elle travaille. C'est Ghislaine Maxwell qui la recrute. Virginia devient à la fois victime et recruteuse de rang, envoyée auprès des clients les plus en vue du réseau, notamment le prince Andrew. Elle est prise dans un engrenage où la prédation est organisée, planifiée, industrielle. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une dérive, c'est le fonctionnement normal du système. Et c'est Virginia Giuffre qui, en 2015, décide de porter plainte. Elle est la première à briser l'omerta de l'intérieur, à mettre des mots publics sur un mécanisme que tout le monde connaissait et que personne ne nommait. Son témoignage vaut l'ensemble de la machine judiciaire. Et c'est ici qu'un contraste saisissant apparaît. Car pendant que cette jeune femme prend le risque de parler, l'homme qui a organisé tout cela vit ses dernières semaines dans une cellule du Metropolitan Correctional Center. Jeffrey Epstein est arrêté le 6 juillet 2019 à New York pour trafic sexuel. Dans le roman de Carl Zero, on suit ses 40 derniers jours. Les premiers temps, il est convaincu que ses contacts vont le sortir de là. Trump, Barack, les services. Il a les numéros. Il connaît les secrets. Il est l'homme qui sait tout sur tout le monde. Puis lentement, il comprend. L'homme qui tenait le monde par la barbichette découvre qu'il est lui-même tenu, et que la seule issue que le système lui réserve, c'est le silence définitif. Le 10 août 2019, Epstein est retrouvé mort dans sa cellule. La thèse officielle est le suicide par pendaison. D'un côté, une victime qui parle et qui fait trembler le système. De l'autre, un architecte du système que ce même système fait taire. Cette symétrie dit quelque chose de profond sur la manière dont ce mécanisme se protège. Il élimine ceux qui savent tout. Il isole ceux qui témoignent. Et il continue. Et c'est précisément ici qu'il faut revenir à notre question centrale. Pourquoi la justice ne traite-t-elle que les marges de ce système? Car voici ce que les faits semblent indiquer. Et c'est peut-être l'élément le plus dérangeant de toute cette affaire. Le problème n'est pas que la justice manque de preuves. Le problème, c'est que les preuves existent, qu'elles sont partiellement publiques, et que rien ne se passe. En 2021, Ghislaine Maxwell est jugée et condamnée par une cour fédérale américaine. Mais elle est condamnée pour trafic sexuel, pas pour espionnage, pas pour compromission de responsables politiques, pas pour complicité avec des services de renseignement étrangers. Le procès isole le crime sexuel du mécanisme géopolitique qui le rendait possible. Les documents déclassifiés, ce qu'on appelle les Epstein Files, représentent 3 millions de pages. À ce jour, selon Carl Zero, seuls 2% de ces documents ont été analysés. Et déjà, dans ces 2%, on trouve le nom de Donald Trump dans 14 dossiers du FBI. On trouve le nom de Jack Lang et celui de sa fille des centaines de fois dans les courriels. Jack Lang fait d'ailleurs l'objet d'une enquête en France pour blanchiment de fraude fiscale aggravée liée à une société offshore associée à Epstein. On trouve les traces de Jean-Luc Brunel, agent, recruteur français qui dirigeait une agence de mannequins et fournissait des jeunes filles venues de France, parfois présentées comme cadeaux d'anniversaire pour Epstein. Des commissions d'enquête parlementaires américaines, composées d'élus démocrates et républicains, affirment avoir visionné des vidéos issues de ce système. Ils les décrivent dans des termes qui témoignent d'un choc profond. Et pourtant, la justice ne poursuit aucun des clients identifiés dans ces mêmes vidéos. C'est ici que la contradiction devient vertigineuse.
L'appareil judiciaire dispose du matériel. Les élus ont vu les images. Les noms circulent dans des documents publics. Et le système continue de ne traiter que la périphérie. Epstein est mort. Maxwell est en prison. Mais les clients, les commanditaires, les services qui ont organisé et exploité ce dispositif, aucune poursuite. Et la CIA, qui selon les éléments compilés était parfaitement informée des activités d'Epstein et en a bénéficié, brille par son absence totale de toute procédure judiciaire ou audition publique. C'est cette impasse judiciaire qui donne au roman de Carlo Zero son sens véritable. Dans la peau d'Epstein n'est pas un roman à sensation. C'est un outil de structuration. Carlo Zero travaille sur cette affaire depuis 20 ans. Il se positionne comme un lanceur d'alerte dont les travaux antérieurs seraient aujourd'hui validés par les déclassifications récentes. Son roman utilise la fiction pour faire ce que le journalisme factuel et la justice institutionnelle ne parviennent pas à faire. Assembler les fragments en un récit cohérent, nommer les connexions entre les acteurs, montrer comment le chantage sexuel, le renseignement, la finance philanthropique et l'impunité judiciaire forment un seul et même système. Et c'est là que les deux faces de la même contradiction se rejoignent. Car ce n'est pas seulement la justice qui échoue à nommer le système, c'est l'information elle-même qui est construite pour empêcher cette nomination. Le système Epstein ne fonctionne pas seulement grâce au chantage, il fonctionne grâce à la fragmentation. Chaque média traite un angle, le fait divers ici, le procès Maxwell là, les documents déclassifiés ailleurs, mais personne ne relie l'ensemble. Et c'est précisément cette fragmentation qui constitue le second verrou, après l'impunité judiciaire. Tant que chaque révélation reste isolée, elle est gérable. Elle fait la une pendant 3 jours, puis elle disparaît. L'impasse de la justice et l'éclatement de l'information ne sont pas deux problèmes distincts. Ce sont les deux mécanismes complémentaires d'un même blindage. L'un empêche la sanction, l'autre empêche la compréhension. Et ensemble, ils rendent le système pratiquement invulnérable. Ce que cette affaire révèle dépasse donc largement le cas Epstein. C'est la manière dont l'information est structurée, parfois volontairement, parfois par inertie, pour empêcher la compréhension globale de tout sujet complexe. Quand vous lisez un article sur Jack Lang et Epstein, on ne vous parle pas du mégagroupe. Quand vous lisez un article sur le Mossad, on ne vous parle pas des 88 caméras de New York. Quand vous entendez parler des Epstein Files, on ne vous dit pas que 98% des documents sont encore en attente d'analyse. Et c'est en cela que cette affaire vous concerne directement. Non pas parce que vous êtes touché par le réseau Epstein, mais parce que le mécanisme de fragmentation informationnelle qui le protège est le même que celui qui opère sur d'autres sujets que vous essayez de comprendre au quotidien. Pensez à la manière dont les questions climatiques sont traitées. Un article parle des émissions de carbone. Un autre parle des subventions aux énergies fossiles. Un troisième parle des accords internationaux non respectés. Mais rarement, un seul récit relie les intérêts financiers, les décisions politiques et les mécanismes de blocage en un système lisible. La fragmentation n'est pas propre à l'affaire Epstein. C'est un mode de fonctionnement de l'information contemporaine. Et apprendre à la repérer ici, c'est apprendre à la repérer partout. C'est comprendre que l'absence de synthèse n'est pas toujours un accident. C'est parfois une architecture. Revenons maintenant à notre question centrale. La fiction est-elle le seul espace possible pour exposer la cohérence d'un système que la justice ne traite qu'en fragments? Vous avez maintenant tous les éléments pour comprendre pourquoi la réponse est aussi troublante. La justice dispose des documents. Les élus ont vu les vidéos. Les noms sont publics. Mais le système judiciaire, par construction, traite des infractions individuelles. Il isole un accusé, un chef d'accusation, un périmètre. Il ne peut pas ou ne veut pas nommer un mécanisme systémique qui implique des services d'État alliés. Le journalisme d'investigation, lui, progresse. L'enquête du Miami Herald par Julie K. Brown en 2018 a relancé l'affaire. Le Monde en France enquête sur les ramifications du clan Lang. Mais chaque enquête reste contrainte par ses sources, ses preuves, son cadre légal. La fiction, telle que Carl Zéro la pratique dans ce roman, occupe alors un espace singulier. Elle ne remplace pas la preuve judiciaire. Elle ne se substitue pas à l'enquête. Mais elle est le seul format qui permet d'assembler en un récit continu
ce que les institutions ne peuvent traiter qu'en morceaux. Ce que les faits semblent suggérer, sans le prouver définitivement, c'est que, dans certaines configurations de pouvoir, la fiction devient un outil de lisibilité que ni la justice ni le journalisme ne peuvent offrir seuls. Il reste pourtant des zones considérables d'incertitude. Trois signaux méritent d'être suivis dans les mois qui viennent. D'abord, la pression populaire et journalistique aux États-Unis pour la déclassification complète des 98% restants des dossiers. C'est là que se joue la possibilité d'un basculement. Ensuite, la question de la localisation des serveurs, contenant 30 ans d'archives vidéo filmées par le réseau Epstein. Ces archives existent, quelqu'un les détient, et leur contenu pourrait modifier radicalement l'équilibre des pouvoirs si elles devenaient publiques. Enfin, la question la plus vertigineuse, l'existence possible de réseaux miroirs encore actifs dans d'autres zones géographiques, gérés par d'autres services de renseignement. Si le modèle a fonctionné une fois, rien dans la logique du renseignement n'empêche qu'il ait été reproduit ailleurs. Il faut aussi noter que certains éléments de cette affaire restent contradictoires, y compris dans les sources. Le sort de Virginia Giuffre, par exemple, est sujet à des versions divergentes. Carl Zero évoque dans son roman un suicide en Australie. Or, d'autres sources documentaires la présentent comme vivante et toujours active dans les procédures judiciaires. De même, le rôle de Donald Trump reste profondément ambivalent. Cité dans 14 dossiers du FBI, il est à la fois présenté comme celui qui a relancé la procédure contre Epstein en 2019 et comme un homme soupçonné d'avoir ensuite freiné la sortie de certains documents le concernant. Les faits publics ne permettent pas de trancher cette tension. Ce qui est certain, c'est que cette affaire n'est pas terminée. 2% des documents, c'est tout ce qui a été analysé pour l'instant. Le reste attend. Alors j'aimerais vous poser une question. Pensez-vous que la déclassification complète de ces dossiers changera réellement quelque chose? Ou est-ce que le système est construit pour absorber ses propres révélations sans jamais s'effondrer? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage.